Hello et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire enfin cette petite vidéo, ou longue, on verra bien, que je voulais vous faire depuis déjà 1 ou 2 semaines, que je n'ai malheureusement pas pu faire à cause de mes problèmes de téléphone, d'autres soucis. Et voilà, je voulais vous faire une vidéo sur des recommandations pour le mois de la fantasy, sur des livres qui pourraient très bien rentrer dans le challenge de Steph de Piketty. Voilà, j'ai repris les 7 items, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, les 7 items pour vous faire des propositions de lecture. Et du coup, je vous propose de commencer tout de suite. Le premier roman dont je voulais vous parler rentre dans la catégorie magie et sorcellerie. C'est la Mandragore de Cristal, le tome 1, qui est édité aux éditions Syros. Alors, qui est écrit par, si je ne me trompe pas, Stéphanie Benson et Nelly Ladère. Je ne mets plus en tête les noms et ma maman m'a emprunté le livre. Donc pour l'instant, je ne l'ai plus en format papier. Bon, je vais le récupérer, mais pour l'instant, je ne l'ai plus, qui est un très très bel objet livre. Voilà, nous sommes vraiment dans un monde imaginaire où on va suivre Marianne qui, à la base, a été abandonnée bébé dans une espèce de couvent, l'équivalent de couvent par chez nous. Elle a été quand même assez protégée jusqu'au jour où on a la femme d'un Jarl qui vient la voir pour l'adopter et l'emmener dans les royaumes du Nord. Alors, Marianne est très jeune quand ça arrive, elle a 12 ans je crois, donc elle n'est pas très enchantée de quitter son couvent. Bon, ça l'embête un peu, puis elle ne sait pas trop pourquoi cette femme l'adopte, d'autant qu'elle montrera jamais extrêmement de tendresse envers elle. Elle va certes la protéger, lui donner à manger, lui donner de beaux vêtements parce qu'elle a un certain statut, mais il n'y a pas vraiment d'amour derrière tout ça. Et elle va heureusement avoir une amie sur laquelle compter qui s'appelle Lux, qui est une jeune fille qu'elle a trouvée lors de leur voyage pour aller vers les terres du Nord, qui était au bord de la plage et qui a perdu la mémoire, qui est un personnage quand même assez mystérieux. Et on retrouve Marianne et Lux des années plus tard. Et cette fois, Marianne doit épouser un prince venu des terres plutôt centrales. Voilà, donc c'est un petit peu voilà, le rôle des filles. On est dans un monde assez médiéval ou viking. Et voilà, son rôle, c'est d'épouser un prince. Donc, bon. Elle a un peu peur, mais en même temps, elle ne se soustrait pas à son devoir. Et puis, elle va faire la rencontre donc de son futur mari, Jorik, accompagné de son frère. Alors, autant son frère est quelqu'un de très solaire et très agréable, autant Jorik tire une tronche de 10 pieds de long. On sent bien que ce mariage ne l'enchante pas beaucoup. Mais bon, il va falloir qu'il fasse contre mauvaise fortune bon cœur, puisque lui aussi est un peu obligé de se marier sur ordre de son père, qui n'a pas l'air d'être un homme très facile ni très sympathique. Et puis, il va y avoir des noces assez rapides avant que Marianne ne prenne le bateau avec Jorik, où il doit y avoir des secondes noces dans le royaume de Jorik. Et voilà, donc il a déjà passé pas mal de choses le long de leur voyage. Il y a la femme, alors c'est la Jarl Kona, je crois on dit. La femme du Jarl lui fait un cadeau assez étrange, notamment une pierre et puis aussi une ceinture avec plein de motifs dessus. Et il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer durant le voyage. Alors c'est assez compliqué entre Marianne et Jorik parce que elle, Marianne, veut faire son devoir. Jorik, il avait un peu d'autres idées en tête, donc ça lui plaît pas plus que ça, même s'il n'est pas insensible à la jeune fille. Alors c'est vrai que là on est dans quelque chose d'assez peut-être, on va dire, typique. Mais heureusement, il y a les personnages secondaires qui sont à côté qui vont un peu changer la donne, notamment Lux, qui est un personnage vraiment secondaire que j'ai adoré parce que elle sait se battre, elle est insolente, elle se laisse pas faire par les conventions, en même temps elle est très fidèle à Marianne qu'elle va toujours soutenir, quitte parfois à faire des réflexions à Jorik par rapport à la façon dont il traite Marianne. Il y a la tante aussi de Jorik, bon, j'avais déjà parlé de son frère, sa tante aussi, donc on va découvrir aussi qu'elle a un passé quand même assez lourd derrière elle. Voilà, c'est des personnages secondaires qui sont vraiment très intéressants, et puis bon, voilà, on les voit arriver dans le royaume de Jorik, et là, le mariage doit avoir lieu, et là, c'est là que tout se casse la figure. On se dit, ah, il y a peut-être y avoir un petit quelque chose entre Jorik et Marianne. On sent que ça arrive et je plouf, tout est remis en question. Et voilà nos personnages qui vont devoir repartir en quête, chercher. Alors,
pas chercher forcément un objet, mais essayer de se sauver, de sauver leur royaume, de savoir exactement ce qui s'est passé durant le mariage, puisqu'il y a un événement très important qui va se passer. Ils vont être séparés, donc on va les voir là dans différents lieux. On va suivre comment Marianne d'un côté avec ses amis et Jorik aussi, qui est avec une autre noble qui avait des vues sur lui. Il va être fait prisonnier par un chef de bandits très renommé. Et puis, bien sûr, il y a ces mystérieux cristaux qui vont jouer un rôle très important. Donc, c'est une lecture qu'on peut classer en young adulte. Voilà, la romance est plutôt slow burn, hein, parce qu'il ne se passe vraiment pas grand-chose. Même si on sent que Marianne veut faire son devoir, bon, il ne se passe rien. Ça reste assez... Voilà, c'est plutôt on va dire en arrière-plan cette romance. Donc c'est voilà, si vous n'aimez pas trop les romances, alors ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de scène de smut. Et voilà, c'est pas le sujet principal, non, ça va plutôt être les découvertes que vont faire nos héros au fur et à mesure qu'ils vont chercher après ces mystérieux, donc tomber sur ces mystérieux cristaux qui vont avoir bien sûr leur importance. Pour le second item, nous avions Cozy Fantasy et Quête. Alors, j'ai un petit peu laissé de côté Quête parce que je pense que c'est un trope qu'on retrouve facilement dans pas mal de romans fantastiques, de fantasy, d'heroic fantasy. Je vous ai déjà parlé beaucoup de l'œuvre de Tanglemore que je vous conseille encore une fois, qui est le tome 1 des chroniques des secondes heures de Tanglemore d'Azaël Djelil. Franchement, je vous le conseille. Voilà, même si la quête n'est pas encore débutée, c'est plutôt la rencontre des différents personnages. Mais voilà, je vous le remets ici parce que je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Et puis, il y a celui-ci aussi dont je vous ai parlé en vlog lecture. Bon, je vais peut-être pas trop vous en reparler non plus ici. C'est le tome 1 de la trilogie de Licanus, L'ombre du savoir perdu de James Islington. Pour le coup, on va avoir aussi cette idée de quête puisque le personnage principal, enfin un des personnages principaux, Davian, est obligé de quitter l'école où il est plus ou moins protégé puisqu'il possède des pouvoirs magiques. Or, dans ce monde, ceux qui possèdent des pouvoirs magiques sont vus avec méfiance, voire haine, vu qu'ils ont autrefois abusé de leur pouvoir, qu'ils ont établi des tyrannies, ce qui fait qu'ils ont été défaits, ils ont été massacrés. Et maintenant, ils sont plus ou moins dans des écoles et surtout sous surveillance. Et Davian va être obligé de quitter son école et on va voir tout son cheminement. Il a pour mission d'arriver dans le nord du royaume d'Andara, ce qu'il va faire. Voilà, donc je ne vous en parle pas parce que je vous en ai déjà quand même beaucoup parlé. Je voulais plutôt insister sur la COSI. Alors la COSI, il y a notamment l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, que je vous conseillerais, mais je voulais surtout vous conseiller celui-ci que j'ai lu tout dernièrement, qui est La petite boutique de sortilèges de Sarah Besders aux éditions Bragelonne. Voilà, instant, on regarde la magnifique couverture avec le petit chat qui est là. C'est juste magnifique. Alors, le petit pot de confiture, c'est pas anodin. Alors ensuite, qui est là, qui est bibliothécaire. Elle notamment s'occupe des livres de sortilèges. Elle travaille dans la capitale, sauf que les rebelles se sont soulevés contre l'empereur. Apparemment, ils l'ont même fichu à la flotte. Enfin bref, rest in peace l'empereur. Et ils ont commencé à mettre le feu à la bibliothèque. On commence le roman. Donc Kiela ne veut pas abandonner cette bibliothèque en fait où elle vit tout le temps. Elle dort même là. Elle a pour seul compagnon Kaz, qui est une plante qui parle. Alors c'est expliqué pourquoi on a réussi à avoir une plante qui parle. Mais c'est un personnage exceptionnel, Kaz. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, et c'est Kaz qui lui dit à un moment, bah écoute, il va falloir qu'on se sauve de la bibliothèque parce qu'ils sont en train de tout brûler. Donc vite fait Kiela embarque quelques livres avec elle et se sauve. Et elle se dit, bah je vais retourner dans l'île de ma naissance, pardon, puisque là, normalement, c'est assez éloigné de la capitale et je devrais être tranquille. Donc, elle débarque sur son île. Alors, ses parents ont quitté cette île quand elle était jeune, puisqu'ils espéraient un autre avenir pour leur fille. Malheureusement, ils sont décédés quand ils étaient à la capitale. Et puis, leur fille a grimpé les échelons, est devenue bibliothécaire, ce qui est un poste assez important. Mais ils ont toujours une chaumière à eux sur cette île. Et donc Kiela retrouve avec Kaz cette chaumière qui est un petit peu en piteux état. Enfin, on la regarde là, ça fait vraiment une petite chaumière de sorcière, c'est mignon comme tout.
Donc elle s'installe dans sa chaumière, elle est toujours à elle. Et petit à petit, elle va faire la connaissance des habitants du village, notamment Laran, qui est un jeune homme qu'elle trouve un petit peu envahissant parce qu'il débarque chez elle sans prévenir. Il veut l'aider à retaper sa maison. Elle le trouve un petit peu envahissant. On sent bien. Alors, il y a une petite romance slow burn, mais qui prend. C'est du slow burn, il n'y a aucune scène de smut, hein, là, je vous rassure, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Et puis encore une fois, c'est pas du tout au premier plan, hein. Ça fait plutôt sourire parce qu'ils sont assez maladroits tous les deux en fait. C'est-à-dire que Laran, il est assez timide, mais en même temps il veut montrer qu'il veut l'aider. Elle le repousse parce qu'elle est assez asociale, elle a peur des autres en fait, elle souffre d'anxiété quelque part, qui est là. C'est pour ça qu'elle était bien dans sa bibliothèque. Et puis au moment où elle se rend compte que elle a peut-être quelques petits sentiments pour lui, c'est lui qui voit plus rien. Puis voilà, il y a d'autres personnages qui arrivent, donc ça tombe pas bien. Voilà, c'est franchement assez rigolo. Donc voilà, ça prend pas toute la place. Et puis qui est là, va bien falloir qu'elle trouve un moyen de vivre maintenant sur cette île. Alors cette île est assez incroyable parce qu'elle est peuplée, voilà, comme ça, de plein de petits chats ailés de différentes couleurs. Elle est peuplée de centaures, on va suivre notamment une centauresse. Je sais pas si c'est bon, dans le livre c'est noté comme ça, une centauresse. On va suivre une boulangère vraiment très agréable qui porte des cornes. Voilà, on a vraiment des disparités. Qui est là elle-même à la peau bleue et des cheveux bleu foncé. Voilà, on a vraiment une disparité dans les personnages, dans les créatures fantastiques. Et elle va faire un peu la connaissance de tous ces personnages. Pour la plupart quand même assez sympathiques. Bon, il y a toujours un ou deux grognons dans l'histoire. Et puis elle se rend compte surtout que cette île, malheureusement, souffre du manque de mages, puisque autrefois les mages aidaient tout l'Empire, et notamment les îles extérieures, à faire croître leurs plantations, à faire en sorte que les animaux aient des petits, à ce qu'ils ne soient pas embêtés par les tempêtes de mer. Donc ils ont un petit peu, comment dire, transformé toutes ces choses, les terres, les animaux, l'eau. Et malheureusement, ils ont interdiction par l'empereur. Bon, c'est vrai que l'empereur n'était pas un personnage très sympathique parce qu'il voulait garder les mages auprès de lui qui n'aident pas de l'extérieur. Les livres, c'est pareil, il est interdit de s'en servir, surtout les livres de sortilèges. Voilà, donc le savoir n'était pas pour tout le monde. Là, du fait que les mages ne viennent plus sur l'île, et ben, il y a des tempêtes voilà, il n'y a plus aucun contrôle. Ils ont un petit peu déréglé les choses, et maintenant, il n'y a plus aucun contrôle, ce qui fait qu'il y a des tempêtes d'un seul coup qui apparaissent et qui sont assez destructrices. Il y a ce qu'on appelle les équitritons, je crois, qui sont des mi-chevaux, mi-poissons, qui sont des animaux absolument merveilleux, qui malheureusement n'arrivent plus à avoir de petits. Voilà, il y a plein de plantes qui ne poussent plus. Donc, du coup, ça pose plein de problèmes. Et voilà, il y a un peu cet égoïsme de l'Empire à ne pas aider ces gens, en fait. Et qui est là, va décider, pour s'en sortir, pour vivre, hein, pour pouvoir quand même manger et reconstruire un peu sa chaumière, d'utiliser certains livres de sortilèges, alors qu'elle n'a pas le droit, normalement, elle pourrait être punie de mort pour ça. Et voilà. Et du coup, on a une fleur qui va d'un seul coup accroître d'une façon extraordinaire, notamment des framboises, hein, si vous aimez la confiture de framboise. Donc, elle va ouvrir une petite échoppe de confiture de framboise et en même temps, elle va préparer quelques petits sorts sans vraiment le dire aux gens du village pour les aider dans tel ou tel problème. Notamment, c'est des choses quand même qui restent très cosy, hein. C'est voilà, genre, je voudrais que mes plantes poussent dans mon jardin, voilà, je voudrais que les animaux aillent mieux. Voilà, ça reste sur, voilà, sur de la magie quand même comme ça, assez cosy, assez douce et plutôt bénéfique. Et donc elle ouvre ce fameux magasin voilà, de confiture qui cache un petit magasin de sortilèges. Elle fabrique des petites amulettes, tout ça. Donc ça se passe plutôt bien. Il y a aussi une certaine nostalgie qui se dégage du roman puisque elle a des souvenirs de son enfance quand même dans cette chaumière et des souvenirs plutôt heureux, alors qu'à la capitale, elle n'était pas du tout à l'aise avec les autres gens. Elle s'enfermait dans sa bibliothèque en fait. Elle était à l'abri dans sa bibliothèque et là elle va être obligée aussi de s'ouvrir un petit peu au monde extérieur. Et franchement, les gens de l'île sont super adorables. Voilà. Après, il va y avoir aussi des enjeux dans le récit. On ne va pas faire que suivre comme ça. Il y a d'autres enjeux. Déjà, elle prend des risques en utilisant les livres de sortilèges, même si c'est pour aider les gens. Bon, il y a d'autres problèmes qui vont... Bien sûr, l'Empire va se rappeler à eux, mais c'est vraiment doudou. C'est une lecture hyper doudou, hyper agréable, hyper douce. C'est beau. En fait, l'autrice a dit qu'elle voulait...
pardon, écrire ce roman en pensant à ce que, au moment qu'elle appréciait le plus, au petit moment qu'elle appréciait le plus. En fait, je crois que c'était pas prendre une tasse de chocolat, si c'était peut-être prendre une tasse de chocolat ou, si c'est ça. Surtout de l'excellent chocolat chaud à la noisette qui nécessite d'en mettre 3 cuillères à soupe. Voilà. Et elle a écrit: je veux écrire un livre qui a le même effet que boire du chocolat chaud. Voilà, en fait, c'est ça, c'est le livre doudou, c'est-à-dire le petit moment que vous vous réservez à vous et qui vous fait du bien. Voilà, petit moment de douceur. Et ce livre, bah, c'est vraiment ça. Et franchement, je vous le conseille. Il est vraiment bien, il est vraiment doux. Voilà, c'est tout ce qu'on peut aimer dans la Cozy Fantasy. Pour le troisième item, nous avions créatures fantastiques et anthropomorphisme. Alors, moi, je vous avais dit, pour anthropomorphisme, j'ai choisi Mémoire de la forêt. Là, je voulais plutôt m'arrêter sur les créatures fantastiques. Je vais poser mon petit carnet qui me gêne là. Et je voulais m'arrêter sur ce magnifique roman qui est Language of Dragons de S.F. Williamson. C'est un tome 1, c'est toujours chez Bragelonne Big Bang. Là, franchement, ça a été une vague de plaisir. Hein. Les derniers romans de fantasy que j'ai lus de chez Bragelonne, avec ce magnifique jaspage aussi. Et puis, vous avez avec le signet, les dragons. Alors ça pourrait être classé aussi roman fantastique puisque nous sommes à Londres en 1923, nous sommes après-guerre. La seule différence, c'est qu'il y a des dragons qui se promènent un petit peu partout dans Londres. Il y en a dans tous les pays en fait. Et la paix entre les dragons et les humains repose sur un pacte qui a été signé entre la reine des dragons et à Londres entre la première ministre qui habite Londres aussi. Voilà, donc c'est une paix, mais une paix fragile parce qu'il y a beaucoup de contestations sociales. Les gens ne sont pas contents. Alors on ne sait pas trop pourquoi, parce que ça a l'air d'être assez calme quand même. En plus, on est dans une période historique qui est assez délicate puisque la première guerre s'est terminée. On sait que, bon, on sent quand même il y a des prémices d'une seconde guerre mondiale qui est annoncée. On le sent quand même. Pour ça, on va rester sur un côté assez réaliste. Mais vraiment, la place des dragons est très importante dans ce roman. Alors c'est pareil, la couverture est super belle. Hein. On voit l'héroïne Vivienne avec j'ai pas retrouvé le nom. À chaque fois, je me fais avoir Big Ben entrelacé dans les cheveux. Et Vivienne, alors le truc déjà, c'est vrai qu'au niveau société, on comprend aussi pourquoi les gens râlent, puisqu'ils sont divisés en 4 classes. Donc la première classe, c'est la master class, il y a la seconde classe, et bon, plus vous êtes bas, moins vous avez accès certains privilèges. Vous êtes plutôt dans des quartiers insalubres, où il n'y a pas de sécurité, où il y a des criminels. Vous n'avez pas accès aux soins, il y a plein de choses, pas accès à certains emplois, vous n'avez pas accès à une certaine éducation, enfin voilà, c'est très compliqué. Et Vivienne, sa famille fait partie de la classe 2, elle a dû passer des épreuves pour entrer à l'université. Alors c'est pas parce que vos parents font partie d'une classe que vous allez forcément rester dans cette classe-là. Donc si Vivienne avait raté ses examens, elle aurait pu se retrouver rétrogradée en 3e classe. Or, elle a parfaitement réussi ses examens, elle va rester en 2e classe, elle va intégrer une université de prestige. Le seul souci, c'est qu'elle avait prévu de le faire avec une de ses meilleures amies, enfin sa meilleure amie, mais que malheureusement, celle-ci a été rétrogradée en classe 3. On voit d'ailleurs tout ce qui lui arrive au fur et à mesure, enfin on apprend ce qui va lui arriver, enfin ce qui lui est arrivé, parce que c'est déjà arrivé au moment où on ouvre le livre. C'est très dur parce qu'ils l'ont enlevé à sa famille, elle n'a plus le droit de venir voir sa famille puisque sa famille habite dans le quartier de la classe 2. Voilà, c'est très codifié, c'est très standardisé, c'est très rigide, vous n'avez pas le droit de changer de classe. Et c'est assez terrible. Et on se rend compte que Vivienne n'est pas très claire. Apparemment, elle a fait quelque chose de assez dommageable. D'assez, comment dire, pas criminelle, mais presque quand même. Bon, disons qu'elle n'a pas été honnête pour justement réussir à passer ses épreuves. Mais bon, on n'en parle pas trop au début. Et puis, un soir, ses parents reçoivent une femme qui est très bien placée dans le ministère, notamment ce qui concerne le langage des dragons, puisque les dragons ont, comme nous, différentes langues selon les pays qu'ils habitent. Et on se pose aussi des questions sur leur langage, notamment la mère de Vivienne, elle les a beaucoup étudiées. La mère de Vivienne, elle est originaire, je ne sais plus dans quel pays c'est. Est-ce que c'est l'Ukraine?
je ne sais plus. En Ukraine, il y a eu un drame entre les dragons et les humains. Donc sa mère a fui l'Ukraine, elle s'est mariée avec un Anglais. Voilà, mais voilà, ses parents sont des gens qui, enfin, notamment sa mère, s'intéressent au langage du dragon. Ils se demandent s'il n'y aurait pas un langage secret des dragons, notamment. Et puis, malheureusement, va arriver un drame auquel Vivienne ne s'attendait pas. Et elle va se retrouver obligée d'intégrer une autre école où ils étudient justement, entre autres, le langage des dragons. Alors, je vais dire, ça m'a fait penser à Babel. J'ai pas lu Babel, mais il y a vraiment cette histoire. Mais je pense qu'on est un petit peu dans la même idée, c'est-à-dire que on a cette réflexion sur le langage qui est que quand vous avez le savoir et quand vous possédez le savoir de langage d'une espèce, c'est un moyen de les contrôler. Et c'est vrai que là, effectivement, il y a un langage des dragons qui est très particulier, qui leur est propre. Et effectivement, c'est un moyen de les contrôler, d'autant que ça devient... La rébellion n'est pas qu'au sein des humains. Les dragons aussi commencent à se rebeller sur un système en place. Et voilà, on va essayer... Vivienne va retrouver sa meilleure amie dans cette école. Elle va retrouver un jeune homme aussi. Il y a une petite romance, mais pareil, encore une fois, qui ne prend pas beaucoup de place, qui est slow burn. Donc voilà, encore une fois, si vous n'êtes pas sur romance dans la fantasy, vous pouvez y aller tranquillement. Ils vont essayer de lui faire comprendre que quand même, eux viennent d'autres classes, hein, ils sont en dessous de la classe 2, donc c'est très compliqué, que voilà, ils ont perdu, enfin ils n'ont aucun avantage, que la vie est très très dure, notamment on ne peut pas se faire soigner, ils ne peuvent pas intégrer certaines écoles, enfin, voilà, la vie est très dure. Alors ils essaient d'expliquer ça à Vivienne. Alors j'ai vu beaucoup de retours disant que le personnage féminin n'était pas sympathique. Oui, évidemment, puisque au début, c'est un peu aussi l'un des enjeux du livre, c'est-à-dire qu'elle elle aime le gouvernement, le pacte qui a été signé entre les dragons et le gouvernement anglais, elle trouve ça super parce qu'elle dit ça a apporté la paix, les dragons ne mangent plus d'êtres humains. Bon voilà, pour elle, tout est parfait en fait, ce système. Même quand là, elle en fait un petit peu les frais, elle reste quand même proche de ce système et pour elle, ce système est très bien comme il est. Et voilà, et en fait, voilà, son entourage va essayer de lui faire comprendre que c'est pas si top que ça. Et c'est l'enjeu du livre, c'est de se dire, est-ce qu'à un moment, elle va ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement? Et nous aussi, on va découvrir certaines choses. Effectivement, on comprend pourquoi. Alors, on se doute bien que effectivement, le pacte est loin d'être si parfait que ça, mais on va apprendre aussi plein de choses sur les conditions de vie des humains, mais aussi des dragons qui sont pas toujours à la fête non plus. Et c'était vraiment très intéressant de découvrir tout ça. Et puis, effectivement, oui, le cœur du livre, c'est effectivement ce langage des dragons, c'est comment communiquer avec les dragons, est-ce qu'il y a un langage secret et comment l'utiliser. Et c'était super bien fait. Il y a des enjeux du coup politiques qui sont vraiment très très intéressants, très prenants, un peu complexes, mais voilà, qui donnent toute sa saveur au livre et qui en font, enfin j'ai quasi eu un coup de cœur, moi je crois, si j'ai pas eu un petit coup de cœur d'ailleurs sur ce livre, parce que je m'attendais pas à quelque chose d'aussi complexe, d'aussi poussé, d'aussi réfléchi. L'autrice elle-même est traductrice à la base, hein, donc elle a une phrase d'ailleurs concernant les traductions. Alors je sais pas si on va la retrouver, j'aimerais bien vous la redire, mais je sais plus laquelle est... Voilà, la traduction comme l'écriture est un acte de création. Dans Babel, on dit que c'est un acte de trahison. Là, c'est un acte de création, effectivement, puisque vous recréez quelque chose à partir d'un langage. Vous pouvez pas, voilà, on peut pas recréer complètement tout ce qu'a voulu dire la langue, l'autre langue. Donc il y a aussi un côté création dans ce langage. Et vraiment, on retrouve vraiment cette idée dans ce roman. Et je vous conseille, c'est du young adulte, je pense, même s'il y a quand même quelques complots. Donc ça se lit bien, c'est pas trop complexe au niveau du world building, puisqu'on est dans notre monde, si ce n'est qu'effectivement, il y a un passif quand même avec les dragons. Les rapports entre les dragons, les humains, on découvre des choses assez horribles quand même aussi, voilà, que ce soit du côté humain ou du côté dragon, et puis on se rend compte surtout que les choses ne sont pas aussi simples que ça, et Vivienne, c'est ça, c'est en fait, on va voir aussi son cheminement, elle se dit, est-ce qu'elle va comprendre à un moment que non, ce pacte est loin d'être parfait, et au contraire, il déclenche des hostilités, il déclenche des rébellions, et c'est pour une bonne raison. La fin est assez inattendue, je ne m'attendais pas du tout à ça. Voilà, c'est pas du tout simpliste, hein, c'est un côté assez réaliste. Franchement, je pense que le tome 2 va sortir l'année prochaine, mais j'ai hâte parce que c'était vraiment un très très bon roman.
Pour le quatrième item, c'était Uchronie, dystopie ou post-apo. Alors c'est pareil, j'en aurai plusieurs à vous conseiller, mais je vais partir vers l'Uchronie parce que c'est pas un genre qu'on retrouve beaucoup avec Réseau Royal de... Je repose mon carnet encore une fois. Réseau Royal de Camille Versier aux éditions Château d'Âme. Alors le livre est encore une fois très très beau. Alors ne vous fiez pas comme ça sa couverture. Oui, il y a un peu de romance, mais encore une fois, c'est pas le plus important du roman. Là, c'est le tome 2. Le tome 1 était bleu. On est dans une uchronie dans le sens où nous sommes au XXIe siècle en France. Et au début, on ne sait pas trop pourquoi ni comment, mais vraiment, la Révolution française, soit ne s'est pas faite, soit a capoté, puisque ce sont toujours des rois et des reines qui sont à la tête de la France. Et au début, alors ça doit être François VI, je crois, qui est... c'est pas non, c'est plus noté, je sais plus. Ça va être François VI qui est au pouvoir, et c'est son fils qui doit lui succéder, sauf qu'il n'est pas complètement préparé, il est assez jeune, et son père a voulu, je pense aussi, un petit peu le protéger. Mais malheureusement, François VI meurt dans la fleur de l'âge, à 50 ans, dans une cinquantaine d'années, subitement, et c'est Louis, donc Louis XX, qui va devoir le remplacer. Sauf qu'il ne se sent pas très à l'aise. Et puis, c'est un personnage très sympathique, Louis, parce que il veut faire les choses bien. Il écoute son conseil. Il est entouré d'un conseil qui est quand même... sur lequel il peut compter. On va suivre plusieurs voies. On va suivre... comment... Oh, je ne retrouve plus son prénom. Katharina, voilà, qui est l'infante d'Espagne, donc l'héritière, enfin la princesse d'Espagne. On la voit dans le tome 1, elle fuit son pays très 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 rapidement. Manifestement, elle a été victime d'une attaque. Donc on ne sait pas trop pourquoi elle fuit comme ça son pays. Elle se réfugie en France. Elle a connu Louis quand il était enfant, ils étaient amis, mais bon, il s'est passé plein de choses qui fait qu'ils ont été séparés. De toute façon, Louis n'a Dieu que pour une jeune fille qu'il a aimée, qu'on lui interdit d'épouser parce qu'elle n'était pas de son rang. Donc il a fait revenir à Versailles. On va suivre aussi, alors c'est ouais, Julie. Julie, c'est le premier personnage qu'on voit, je crois, dans le tome 1. Elle fait partie de la Révolution, parce qu'il y a déjà une révolte qui gronde pour faire tomber la monarchie française. On voit d'ailleurs que toute l'Europe est contrôlée par des monarchies. Oui, vous me direz, en Europe, oui, il y a encore des monarchies, mais là, elles ont vraiment le pouvoir. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de gouvernement démocrate élu par le peuple. Ce sont vraiment les rois et les reines qui contrôlent l'Europe, la Russie aussi. Il n'y a qu'aux États-Unis qui reste un exemple à part où, effectivement, là, c'est un régime démocratique, républicain. Et donc, Julie a été formée pour intégrer Versailles et être les yeux de son oncle qui fomente une révolution. On va suivre aussi, c'est Thomas, je crois, si je ne dis pas de bêtises, Thomas. Alors, lui, c'est un peu... Il faut que je vous explique le concept de réseau royal avant de vous parler de Thomas. Réseau royal, c'est un système qui a été mis en place par un non-noble qui, du coup, a gagné des titres de noblesse après l'avoir mis en place. C'est devenu un homme très puissant. Réseau royal, c'est un réseau où Versailles est filmé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et vous pouvez accéder selon le niveau pareil que vous avez dans la société. Vous pouvez accéder voilà, plus ou moins longtemps à ce qui se passe à Versailles, à certaines scènes et pas à d'autres. S'il y a un bal, par exemple, si vous n'êtes pas très haut dans la hiérarchie sociale, vous ne pouvez pas y assister par le biais de, voilà, des réseaux, encore une fois, hein, pas en vrai. Voilà. Et Thomas est déjà bien placé dans la hiérarchie sociale. Il espère monter et par un concours de circonstances qu'on voit dans le livre, mais c'est un truc tout bête, il se retrouve rétrogradé. Et là, il perd quasiment tout. Il perd son job. Sa famille veut pas trop qu'il vienne à l'ouverture du restaurant de son frère, hein, donc c'est pareil, il le renie un petit peu. Sa petite amie le quitte. Voilà, il se retrouve sans rien. Et voilà, du coup, il a un peu la haine et la rage parce que lui, il n'a rien fait pour se retrouver voilà, rétrogradé. C'est plutôt dans cette classe sociale-là, c'est plutôt soit les marginaux, voire des criminels. Donc voilà, il le vit très très mal et il va être contacté par quelqu'un pour lui aussi intégrer la révolution qui pour l'instant est sous-jacente. Et en fait, on va se retrouver, oui, avec un petit peu de romance, mais et surtout avec des complots politiques, avec voilà, plein de trahison, de bruit de couloir, des personnages qui vont évoluer aussi au fur et à mesure des intrigues. Et en fait, le premier tome est un roman très très dense. Il se passe énormément de choses.
c'est quand même, il y a une certaine complexité parce que, ouais, il y a beaucoup de complots. On va vraiment parler des arcanes du pouvoir et surtout de ce réseau qui fait, la société, qui peut du jour au lendemain vous rétrograder, vous défaire de tous vos privilèges, voilà, ou, faire comment faire passer des choses fausses sur vous, sur les réseaux, bah, un petit peu comme le font les réseaux actuellement. C'est-à-dire qu'on prend une personne pour cible et puis on va tacler tout ce qu'elle dit, tout va être sorti du contexte et voilà et du jour au lendemain, vous êtes attaqué par tout le monde sur les réseaux. Voilà, donc il y a vraiment on retrouve bien le côté pernicieux des réseaux. On le retrouve aussi fortement dans le tome 2 et c'est vrai que Louis et Katharina vont être mis, à rude épreuve quand même, hein. C'est très dur, hein, ce qui se passe dans le tome 2. Ils nous sont très sympathiques parce que c'est pas des monarques, c'est pas des tyrans. Alors en même temps, on a quand même ce côté monarchie absolue où le roi peut encore décider de tout, notamment de mettre qui il veut en prison, euh, de rétrograder quelqu'un socialement parlant. Il existe encore la peine de mort. Alors ça c'est vrai que c'est assez choquant. Ça, quand on voit, voilà, ça, ouais, c'est assez choquant. Moi, ça m'a fait bizarre de voir encore comment, la peine de mort. Et arbitraire et sans jugement si voilà, le roi l'a décidé. Katharina aussi, on va comprendre pourquoi elle a fui l'Espagne. Voilà, c'est des personnages très attachants. Julie qu'on va voir évoluer. Thomas évoluer aussi d'une autre façon. Voilà, c'est vraiment, vraiment des personnages qu'on a plaisir à suivre, que j'ai eu plaisir à retrouver dans ce second tome, dans lequel il se passe effectivement plein de choses. Alors par contre, je ne sais plus si ce sera une trilogie, une quadrilogie. Une quadrilogie, pardon. Mais en tout cas, c'est vraiment, voilà, ça donne un aspect comme ça, vous voyez la couverture, vous avez l'impression que vous êtes dans une romantaisie. Non, non, on est vraiment dans une uchronie qui se passe à notre époque et avec des enjeux importants parce que, oui, effectivement, la monarchie, on se demandait au XXIe siècle, est-ce qu'il y a encore besoin de monarchie? Puis il y a des choses qui ne sont pas normales, hein. Tout ce côté arbitraire n'est plus acceptable. Mais en même temps, on se rend compte que ceux qui veulent mettre en place une démocratie ne le font pas pour des bonnes raisons. C'est pas pour aider le peuple, c'est pas pour voilà, mettre fin aux privilèges, c'est pour que les privilèges leur passent à eux. Alors oui, bien sûr, ils envoient plein de paillettes au visage du peuple pour leur faire croire que ça va être magnifique avec eux. Mais effectivement, je trouve que leur volonté de mettre en place une démocratie, c'est pas pour des bonnes raisons. Donc, encore une fois, le peuple est fortement manipulé, on le voit très bien dans ces deux tomes. Mais en tout cas, je vous conseille, c'est une bonne uchronie qui est quand même accessible, mais voilà, qui est pleine de rebondissements, pleine de complots, voilà, avec des personnages qui sont quand même très très intéressants à suivre. Alors, en cinquième, nous avions, c'était l'item suite de saga. Bon, là, je ne vais pas vous le faire parce que suite de saga, je pense qu'on en a tous dans nos pales, hein, des suites de saga sans problème. Donc, je vais passer tout de suite au numéro 6 qui était réécriture de contes et mythologie. Alors, c'est pareil, il y en a plein, mais je voulais vous parler de celui-ci en particulier qui m'a énormément plu, qui est La captive de Dukenstadt de Magali Lefebvre, qui est aussi aux éditions Château d'Âme. Donc, toujours un magnifique jaspage, j'adore. Leur ligne éditoriale me plaît énormément. C'est vraiment des très très beaux objets livres. Vous voyez que là nous avons un loup, donc vous voyez où je veux en venir avec le personnage voilà, de légende, mythologie. C'est un côté gothique. Alors ça a été d'abord édité aux éditions Noir d'Absinthe qui malheureusement ont fermé et là ça a été repris par les éditions Château d'Âme. Justement je regardais pour me le procurer parce que j'aime beaucoup ce que fait Magali Lefebvre. Elle fait beaucoup dans la réécriture de contes. Elle a écrit par exemple Bad Queen aussi aux éditions Noir d'Absinthe, qui j'espère sera réédité, où c'est une réécriture de la méchante reine dans Blanche-Neige. C'est une très bonne réécriture aussi, je vous la conseille. Là ici on est dans quelque chose d'un peu plus gothique, vous voyez, avec ce mystérieux château. Voilà, on va suivre, alors on est fin 19e siècle, on suit Émile, voilà, Émile il est plutôt issu, il est français, il est issu d'une famille de nantis plutôt, il doit reprendre l'étude de notaire de son oncle, il a une promise, une fiancée qui l'attend en France, voilà, et comme beaucoup de jeunes hommes à cette époque-là, il fait un petit tour d'Europe et il termine avec l'Allemagne, bien lui en prend, avec tout ce qui va lui arriver, voilà, il termine avec l'Allemagne dans la ville de Dukenstadt et tout de suite dans la ville de Dukenstadt, on lui dit, parce qu'il a entendu dire qu'il y avait un très beau château, alors c'est le château, faut que je lise, sinon j'ai jamais réussi à vous le dire parce que c'est en allemand, c'est Wolfen, ben je le vois même pas noté, ça doit être Wolfenstoff, quelque chose comme ça. Voilà, lui il voudrait visiter les châteaux parce que c'est un peu le but hein, de ces tours d'Europe, c'est de visiter le patrimoine. Et on lui dit oh là,
Non, non, surtout pas, faut pas aller là-dedans, faut pas aller se promener dans la forêt qui entoure le château. Vous voyez déjà tout le mystère qui arrive. C'est des ambiances que j'adore, hein. C'est le côté gothique comme ça, avec énormément de mystère, avec un côté sombre, j'adore. Et bien sûr, bah, Émile, il va, il ne peut pas faire autrement, c'est obligé, il traverse cette forêt qui est, ma foi, très, même très très dense, hein. C'est une forêt assez sauvage, mais il y a quand même un chemin pour arriver jusqu'au château. Et déjà, quand il arrive au château, alors le château, il y a une partie qui fait assez moderne. Et quand il va rentrer dans le château et découvrir un petit peu plus ce château, il y a des parties qui font pour le coup, oui, très château gothique, avec des coins sombres partout, des choses assez obscures. Et ça commence déjà avec la grille du château, où sont représentées des espèces de gargouilles ou des hommes en train de souffrir. Voilà, rien que la grille du château, déjà, ça vous donne un petit peu l'idée de ce qu'on va avoir par la suite. Donc, il est invité, enfin, il se présente, et la comtesse et sa fille le reçoivent, et coup de foudre avec la fille de la comtesse. Donc Émile, bien sûr, va revenir. Alors tout de suite, on sent que voilà, il y a quelque chose de pas très net, notamment dans les propos de la comtesse. Elle est très contente que ce jeune homme vienne dans leur château. Donc on se doute que c'est pas juste pour faire voilà, pour mettre en place un bal. D'ailleurs, elles vivent très isolées, elles ne vont pas dans le reste du village. De toute façon, le reste du village a une très grande méfiance envers ce château et envers ses habitants. Il y a aussi des serviteurs, il y a plusieurs personnages comme ça. Puis il y a en fond l'histoire d'amour d'Émile et je ne sais plus le nom de la jeune fille. Je ne vais pas le retrouver évidemment. Mais voilà, donc il y a une histoire d'amour interdite quand même. Il y a beaucoup de dangers pour Émile. Et voilà, il y a toute cette ambiance gothique que j'aime beaucoup. On se dit, est-ce qu'il va se laisser piéger? On sent que leur amour est sincère, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il y a beaucoup de mystères. La comtesse cache beaucoup de choses. Elle parle de créatures. Il vaut mieux pas se promener la nuit dans le château parce qu'ils ont des chiens qui montent la garde. Bon, il y a chien et chien, hein. Voilà, à un moment on se retrouve face aux chiens, c'est pas comme ça, même les plus gros chiens, c'est pas comme ça que je les imagine. Voilà, bon, c'est de très bons gardiens, ça je n'en doute pas une seconde. Mais voilà, il y a tout ce mystère. Et puis, en fait, on va apprendre aussi toute l'histoire de ce château. Pourquoi ce château est là, qui l'a construit, quelle est l'histoire de cette famille. Et ça, c'était vraiment, ça arrive plutôt dans la deuxième, voire troisième partie du livre. C'était super intéressant de voir comment on en est arrivé là. Et pourquoi il y a ce côté voilà, gothique, ce côté sombre. Il y a aussi un spectre qui se balade. Voilà. Donc c'est vraiment moi le genre d'ambiance que j'adore. Si vous aimez voilà, les histoires gothiques, et ben encore une fois, foncez sans problème. C'est vraiment super. Pour la septième partie, c'était l'Urban Fantasy. Alors j'ai vu que l'Urban Fantasy sur les différentes vidéos, les gens ont un petit peu de mal à trouver. C'est pas évident. Alors moi je vous ai dit que j'allais lire Merci Thompson, mais je voulais en sortir, enfin c'est la même série, hein, deux autres que j'ai lus l'année dernière, fin l'année dernière, qui est Le Monde de Kera de R.B. DeVos. C'est en auto-édition que j'ai beaucoup aimé. Je ne lisais plus d'Urban Fantasy ni de Beatlit et ouais, elle m'a réconciliée avec le genre. Alors ça a évolué aussi, il faut dire, hein, depuis que j'avais arrêté d'en lire. Et franchement, j'ai adoré, hein. Là, vous avez le tome 1, ici le tome 2. Le tome 1 est sorti d'ailleurs en relié collector, il est très très beau. Alors, c'est un livre qui... pour l'instant, il n'y a que 2 tomes de sortie. Je ne sais pas si ce sera une trilogie ou plus. Ça se passe dans le même monde que Les Gardiens d'Apophis, écrit par la même autrice. Donc, voilà, il y a un petit peu de légende égyptienne derrière. Mais moi, j'ai pas lu Les Gardiens d'Apophis. Ça n'a pas gêné ma lecture. Par contre, j'ai acheté le tome 1 des Gardiens d'Apophis tellement j'ai aimé les 2 premiers tomes de cette série. Et voilà, on suit Kera qui est ici. Au début, elle est dans un monde, un univers parallèle, un univers, une dimension démoniaque, comme ils les appellent. Voilà, elle est plus ou moins à l'abri. Alors c'est avec Joshua, je crois. C'est Joshua, l'autre être humain qui est avec elle. Ah, je sais plus. J'ai un doute. Il me semble que c'est Joshua, mais je suis plus sûre. Bon, bref, elle est avec un autre être humain. Ils ont été pris sous la protection des démons de cette dimension, tout simplement parce qu'ils ont sauvé un jeune démon.
ce qui leur a permis d'échapper à la Terre, en fait, où c'est franchement le cataclysme. Et Kera veut quand même de temps en temps retourner, il y a des missions où il retourne sur Terre, et elle veut retourner notamment à Londres, encore une fois nous serons à Londres. Elle veut retourner à Londres, allons-y, elle cherche quelqu'un ou quelque chose, parce que, bah, évidemment, elle devait avoir de la famille quand elle vivait sa vie d'humaine lambda. Et on va voir des flashbacks. Effectivement, voilà, elle avait une vie assez normale. Elle avait un job qu'elle aimait, elle avait un fiancé. Elle était par contre orpheline. Ce sont ses grands-parents, si je me souviens bien, qui l'ont élevée, qui sont décédés. Ses parents étaient déjà décédés. Elle rêve de fonder une famille. Enfin, voilà, une vie très normale, jusqu'au jour où, avant d'aller au boulot, elle s'arrête dans un café pour se prendre un petit café à emporter. Hein. Je ne sais pas si c'est un Starbucks, ou enfin en tout cas c'est l'équivalent d'un Starbucks. Et puis là, les clients, on commence à entendre des cris venus de l'extérieur. Et quand ils ouvrent la porte, c'est l'horreur. Il y a des démons, des créatures de la nuit partout qui sont en train d'attaquer les humains. Et en fait, on se rend compte qu'il y avait déjà des créatures. Je vais être embêtée par une mouche là. Je le sens. Bon, normalement, j'ai réussi à la mettre dehors, donc l'homme devrait plus être embêté. Donc, cataclysme. Alors oui, on apprend qu'il y a des créatures fantastiques qui vivaient déjà parmi les humains, mais plutôt en bonne entente, à part quelques-uns qui attaquaient les humains discrètement la nuit. Sinon, pour les autres, ils voulaient juste se fondre dans la masse et vivre tranquillement avec les humains. Sauf que, alors là, ça a rapport avec les gardiens de l'Apophis. Par une série d'événements, il y a une ouverture qui s'est créée, une brèche, et du coup, il y a tous les démons qui ont débarqué. Démons, vampires, loups-garous. On croise même un ange qui... Waouh, super l'ange. Hein. Je veux dire, ange démon, là, c'est pas le même de choisir. Hein. C'est le même combat, ils en ont rien à fiche des humains. Sauf éventuellement, alors les anges non, mais les démons pour se nourrir d'eux, notamment les vampires. Voilà, donc c'est vraiment un cataclysme horrible. Et puis on va suivre Kera, on va la voir aller dans la voir vivre dans la dimension démoniaque, où elle se prend un petit peu la tête. C'est Jol, je crois, avec un des démons qui est là. Non, c'est pas Jol, j'ai une bêtise. Jol, c'est le jeune démon qu'ils ont sauvé. Alors je sais plus si on a le nom, parce que je pense que ça va être le love interest de Kera. Arcès, voilà. Elle se prend un petit peu la tête avec Arcès, qui est un démon très important dans la dimension fantastique où ils vivent, même si à un moment il y a un conseil de démons et c'est pas lui le plus puissant. On va avoir rencontré plusieurs démons, certains connus, d'autres non, mais voilà, ils sont tous plus terrifiants les uns que les autres, ou terrifiantes, parce qu'il y a aussi des démons femmes. Et voilà, donc on la voit à la fois dans cette dimension fantastique. Et puis Kera, surtout, j'ai beaucoup aimé ce personnage parce qu'on sent qu'elle est brisée. Donc effectivement, on se dit, peut-être qu'elle a perdu des gens qu'elle aimait. On sent qu'il y a quelque chose comme ça, hein, puisqu'elle veut retourner sur Terre. À chaque fois, alors elle risque sa vie à chaque fois parce qu'elle n'est qu'une simple humaine, elle n'a aucun pouvoir. Et elle veut plus trop avoir d'attache. On la sent quelque part, oui, détachée de tout. Mais on sent qu'il y a aussi une partie d'elle qui reste humaine, qui qui peut pas s'empêcher de ressentir des sentiments. Alors ça énerve Arcès parce que voilà, elle et l'autre humain ont sauvé Jol. Mais Jol, du coup, c'est beaucoup attaché. Il est orphelin, ils lui ont sauvé la vie. C'est beaucoup attaché. C'est un ado en fait. En âge démon, c'est un ado. Un jeune ado, il s'est attaché à Kera et son autre ami humain, dont je n'arrive pas à retrouver le nom. Et Arcès, il dit non, mais il faut que Jol, il se détache de vous, il doit vivre sa vie. Donc il faut qu'il se détache complètement. Elle dit bah oui, je veux me détacher de lui. On se rend compte qu'elle n'arrive pas à se détacher de ce jeune démon qui est vraiment très sympathique, quoi, qui quelque part est encore un enfant qui a besoin d'être protégé. Et Arcès, c'est un petit peu ce qu'il vous reproche, c'est de ne pas réussir à se détacher totalement de Jol et de le laisser partir. Mais Jol non plus n'arrive pas à laisser partir Kera. Et on voit dans le tome 2, d'ailleurs, on voit Kera progresser. On voit plus de scènes dans le Londres post-apocalyptique avec l'autre humain, je pense qu'il s'appelle Joshua, mais je ne suis plus sûre. On voit leur rencontre avec Jol. On voit d'ailleurs que Kera est complètement démolie et que s'il n'y avait pas eu l'autre humain avec elle, je pense qu'elle se serait laissée mourir. Donc voilà, c'est un personnage qui est très sympathique parce qu'on la sent brisée, mais on sent qu'il y a encore une part d'elle qui veut survivre.
Et puis la fin du tome 1, je ne m'attendais pas du tout à ça, quoi. On comprend. On comprend encore plus le personnage. On comprend sa haine, on comprend le fait qu'elle se sente détachée de tout, qu'elle n'ait plus envie de s'attacher à personne. Voilà. Puis après, bon, il va y avoir... il y a pas mal de références à la mythologie égyptienne, notamment dans le tome 2. Il y a toute une scène où Kera va se retrouver dans un temple égyptien. Voilà, j'ai beaucoup aimé aussi ces références, c'est bien fait. Puis en même temps, vous avez des vampires, vous avez ces démons, il y a voilà, ce petit quelque chose qui commence à se passer avec Arcès. Mais je vous dis, encore une fois, c'est plutôt sous-jacent. C'est pas parce que souvent dans l'urban fantasy, la bitlite, c'est bon. Il peut y avoir beaucoup de scènes de smut, c'est pas du tout le cas, encore une fois, sur ces 2 tomes-là en tout cas, et je pense pas que l'autrice va jouer là-dessus pour les prochains non plus. En tout cas, c'est une série que je vous conseille parce qu'elle est vraiment très prenante. Je trouve que le personnage de Kera est vraiment très bien fait. On comprend sa psychologie, on comprend pourquoi elle est comme ça, et franchement, on a l'impression d'y être dans ce Londres post-apocalyptique. C'est horrible. C'est parce qu'il y a des scènes qui sont quand même très dures, hein, notamment dans le tome 2. Puis il est arrivé une chose affreuse aussi à Kera, hein. C'est pour ça qu'elle retourne sur Terre, donc c'est vraiment très très prenant. C'est vraiment pour moi, ça m'a réconcilié avec l'urban fantasy, que je ne lisais plus, mais en tout cas c'est pareil, c'est une série que je continuerai avec grand plaisir. Et enfin, nous arrivons au 8e et dernier item qui était Dark Fantasy ou Horreur. Alors je vais juste vous parler de PTSD Radio, tome 1. Tome 2, on va y arriver. Et le tome 3, que je n'ai pas encore lu, que Jodie des Livres de la Crypte avait fortement conseillé. Et franchement, si vous aimez l'horreur, foncez, allez-y, c'est juste incroyable. C'est de Masaki Nakamaya et c'est chez Mangetsu. Je vous remets la couverture du bon sens. Alors apparemment, ça tient sur 3 tomes. Je pense qu'ils les ont rassemblés, presque disait Jodie, parce qu'ils sont quand même assez épais pour... voilà, c'est pas... Les mangas sont moins épais que ça d'habitude. C'est flippant à mort. C'est flippant à mort. C'est un petit peu complexe parce qu'on suit... on est avec des personnages, après on est avec d'autres personnages et encore d'autres personnages. Par moments, on change d'époque sans le savoir. Enfin, voilà, c'est assez complexe. Il y a un début de réponse dans le second tome. Et je pense que je ne vais pas tarder à lire le 3e parce que, voilà, pour connaître la fin, même si Jodie a dit qu'en fait, on n'avait pas toutes les réponses à la fin, mais ça arrive souvent dans l'horreur, hein, c'est ça qui est embêtant. Il faudrait que je vous montre une... Bon, déjà, vous voyez la radio. Alors, je ne sais pas trop, est-ce que les fréquences radio, quel rôle elles jouent là-dedans? Peut-être qu'elles ont animé quelque chose, je ne sais pas trop. Je voudrais vous montrer voilà, un peu le genre de dessin qu'on a, vous voyez. En fait, on a deux hommes qui regardent du haut d'un toit. On va savoir qu'à la fin du tome 1 ou dans le tome 2, pourquoi ils sont sur ce toit d'ailleurs. Voilà, et puis on voit le passé des gens, on voit leur présent, enfin... Voilà, il y a plein de... Ce qui fait que c'est un petit peu complexe, quoi. Mais du coup, il faut les enchaîner. Mais alors, vous voyez le genre d'image. Bon, je vous la montre pas très longtemps parce que je sais pas si j'ai le droit... Enfin, ouais, c'est un peu... Ouais, c'est de l'horreur, mais vous voyez le genre de... Vous avez ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de tourner tranquillement votre page et puis vous tombez là-dessus. Alors, dans le deuxième, vous vous dites, va quand il y en avoir. Mais comme vous anticipez, c'est encore pire. Franchement, c'est super bien foutu et je pense que la direction que ça prend me plaît beaucoup. Le pourquoi déjà de tout ça. Alors, j'ai pas encore bien compris le côté pourquoi la radio, quel rôle elle vient jouer là-dedans, à moins que les ondes aient réveillé quelque chose. Mais voilà. Après, je vous dis, le problème, c'est qu'on est des personnages et puis on les retrouve plus loin et des fois, on n'arrive pas toujours... ils sont pas assez marqués physiquement pour qu'on les reconnaisse bien. Je voulais vous montrer d'autres choses aussi, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont des visions assez étranges et qui sont les seuls à voir. Ce qui est, on va pas se mentir, fortement perturbant. Voilà, comme là par exemple, la jeune fille voit ça dans la rame de métro, elle est la seule à le voir. C'est vraiment super bien fait, c'est génial, ouais, vraiment, si. Alors, n'y allez pas si vous n'aimez pas l'horreur, hein, parce que les scènes sont quand même, voilà, vous voyez, ça joue beaucoup sur la déformation des visages, en fait, hein, c'est... Voilà, cette espèce de monstre là, il y a encore toujours, ils aiment bien ça en Asie, ça aussi dans les films, c'est les longs cheveux noirs là qui flottent dans l'air ou dans l'eau, c'est pas trop d'où ils viennent, on retrouve ça là-dedans aussi, c'est vraiment flippant à souhait, c'est très bon. Je vous dirais que j'ai découvert Junji Ito cette année aussi,
grâce aussi au livre de la crypte. Et ça m'a fait plus flipper que Junji Ito. Du coup, j'attends un petit peu avant de lire le nouveau recueil de- pas de manga, oui, le nouveau recueil de Junji Ito, le dernier qui est sorti, parce que j'ai peur d'être déçue par rapport voilà, celui-là qui m'a vraiment fait flipper au niveau des images et puis de la complexité aussi. Alors, on peut se perdre dedans, ça peut être un petit peu agaçant. J'ai vu ces retours-là aussi, mais moi franchement j'adore et je pense qu'il faudrait que je relise les trois après tranquillement en suivant parce que c'est vraiment hyper prenant. En dark fantasy, je voulais vous proposer ce roman de chez Nemos, Orcaste de Marge Nantel, qui a aussi été édité à la base, je ne le savais pas, chez Noir d'Absinthe, hein, je me dis, ah, malheureusement fermé. Donc je pense que du coup c'est le pro, parce que j'avais lu Code Ardent de cette autrice que j'avais beaucoup aimé, qui était plutôt dans un monde post-apocalyptique. Là on est dans de la dark fantasy, donc dans un monde d'heroic fantasy très sombre. Donc ce serait plutôt son premier roman, celui-ci, du coup. Et j'aime beaucoup la couverture, les personnages sont incroyables. On est alors dans la ville de Hermoun, et Hermoun, c'est une ville, encore une fois, qui vit par... les gens sont classés selon leur degré de magie. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des siècles de ça, il y avait beaucoup de magie. Il y avait des humains, il y avait des animaux. Et les animaux ont été imprégnés de magie et au fur et à mesure des siècles. Ils sont devenus de plus en plus humains, ils ont des traits de plus en plus humains. Et en fait, plus vous avez de magie, moins vous avez de caractère qui ressemble à des animaux, et plus vous ressemblez à un être humain. Donc plus vous êtes classé haut dans la hiérarchie. Moins vous avez de pouvoir, plus bas vous êtes classé, vous êtes un déclassé, vous êtes un hors caste, voilà. Vous êtes hors caste et vous n'êtes rien. Et c'est ce qu'est notre personnage qui est ici. Alors je vais pas, Suel, voilà, je veux pas écorcher son nom. Suel, qui du coup est un hors caste avec avec des traits félins. En fait, on a quatre types de j'allais dire d'animaux humains. Il y a les félins, il y a ceux qui ressemblent à des serpents, il y a des oiseaux, et le quatrième, je ne sais plus. Je me demande si c'est pas plutôt des traits insectoïdes. D'ailleurs, pour le coup, c'est pas des animaux, mais des insectes. Je ne sais plus, mais c'est ceux qu'on voit le moins. Voilà. Et ça existe dans ces quatre espèces-là. En fait, vous avez ce système. En fait, plus vous avez de pouvoir, plus vous ressemblez à un être humain, moins vous avez des traits animaux, et plus vous êtes haut placé dans la hiérarchie. Et voilà. Et les hors-castes ne sont rien. Ils n'ont pas le droit, encore une fois, d'accéder Enfin, à eux, les quartiers les plus insalubres, hein, ils n'ont pas le droit d'accéder aux quartiers plus riches, ils n'ont pas le droit de rentrer dans certains endroits. Il y a des endroits, des tavernes où ils sont tolérés, mais normalement, ils n'y ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit non plus de se réunir. Enfin, voilà, c'est vraiment un monde très horrible. Très horrible. Et là-dessus arrive Ténèbres, qui est un homme assez mystérieux, qui arrive avec une pierre magique autour du cou et qui est accueilli, comment il s'appelle ça, le grand invité, je crois. Grand invité, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que toutes les portes s'ouvrent devant lui, on lui déroule le tapis rouge, enfin, voilà. Et lui, il ne comprend pas trop ce système de caste, pardon. D'ailleurs, il a peur de faire des bourdes, hein, parce qu'il ne comprend pas pourquoi on considère certaines personnes comme des moins que rien. Et puis, bien sûr, ils vont se rencontrer tous les deux. On va avoir d'ailleurs une belle romance, d'ailleurs, entre ces deux personnages. Alors peut-être avec un petit peu trop de smut pour moi pour le coup sur ce roman-ci, mais le reste de l'histoire est vraiment très bien, hein, parce que c'est vraiment très sombre, d'autant que le prince qui règne va décéder, donc ça va enclencher une série d'événements, mais vraiment très sanglants. Tout le monde se lâche, quoi. C'est la fête. Donc évidemment, vous vous doutez bien que les hors-castes sont les premières cibles de tout ça. Et voilà, et Ténèbres, lui, ne comprend pas trop ce qui se passe, il essaie de comprendre, et puis il y a toute une intrigue qui va commencer à se développer derrière tout ça. On va aussi apprendre à connaître Ténèbres. Ténèbres, c'est un surnom qu'il a, en fait, il a une vie aussi, et lui-même, alors c'est pareil, il est détenteur d'une certaine magie, d'un certain aspect physique, on va dire, et lui-même a connu aussi l'intolérance de là où il vient. Alors pas de la même façon que Suel, mais d'une façon tout aussi horrible, voilà, notamment sur les personnes homosexuelles.
Il se rappelle de scènes très très dures et voilà. Et il y a eu une révolte dans son monde à lui, enfin, dans son royaume. Bon, je vous en dis pas plus pour pas spoiler, mais c'est vraiment très sombre, hein. Il y a vraiment des scènes très très dures, hein, parce que certains sont considérés comme, voilà, comme des moins que rien, comme des sous-merdes. On peut leur faire ce qu'on veut. De toute façon, font pas partie d'une caste, donc c'est des moins que rien. Donc amusons-nous avec eux, il n'y a pas de souci. Euh, Ténèbres a connu des moments très durs aussi de là où il vient. Voilà. Puis on a une série de personnages secondaires aussi très intéressants qui vont se greffer à tout ça. Et puis, en fait, petit à petit, on va avoir une enquête qui va émerger, parce qu'il se passe des choses assez étranges. Suel, notamment, travaille, alors, je ne sais plus comment on les appelle, mais ceux qui ressemblent plus à des serpents ou des lézards. Euh, il s'arrange enfin, il va chercher des pierres, hein, des pierres précieuses, des pierres magiques pour les donner voilà, à la personne pour laquelle il travaille. Puis il se rend compte qu'il y a des choses un petit peu étranges quand même qui se passent, notamment au niveau des pierres, parce qu'il y a un marché de certaines pierres qui est en pleine expansion. Il y a des disparitions étranges, et tout ça dans un contexte politique assez sanglant, assez chaotique, puisque le prince vient de mourir et bon, on pense savoir qui va lui succéder, mais bon, c'est pas encore sûr non plus à 100%. Voilà. Donc il y a pas mal voilà, de rebondissements comme ça. Et c'est vraiment, c'est très prenant. J'ai beaucoup aimé voilà, le propos de l'autrice. Voilà, cette intolérance selon votre degré de magie, selon vos préférences. Le passé de Suel est aussi très intéressant. Je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. C'est très bien trouvé. Et puis, cette enquête qui, petit à petit, émerge et on se dit, ah oui, il y a quelque chose de pourri au royaume, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Et c'est vraiment passionnant. La fin ouais, est assez surprenante. Même si on finit par voir les choses arriver, mais on se dit, ah ouais, quand même, il y avait tout ça, en fait. Tout ça pour ça. Et ouais, non, c'est bien fait. Ça a vraiment été une bonne lecture que, encore une fois, je vous conseille. Bon, de toute façon, Nemos, hein, voilà, je peux dire souvent, c'est quand même gage de qualité. Et puis en plus, c'était Noir d'Absinthe avant. Donc Noir d'Absinthe aussi faisait de très bons romans. Donc voilà, je peux que vous conseiller. Je vous conseille aussi Code Ardent de Marge Nantel, qui est aussi, pareil, un roman où effectivement on voit aussi des humains être traités comme des objets. Voilà, il y a aussi tout ce côté de quel droit on traite les autres comme des objets, voilà, de quel droit. Et à cause de ça, on a des personnages qui sont très bienveillants envers ceux qui sont justement maltraités. Et voilà, ça donne un côté justement un peu lumineux, une lumière dans ce côté assez sombre, notamment dans ce roman. Mais en tout cas, voilà, encore un autre roman que je vous conseille aussi. Du coup, j'en ai terminé pour cette présentation, voilà, malheureusement qui arrive un petit peu tard, mais bon, je suis désolée, j'ai vraiment été prise par plein de soucis, enfin rien d'ingérable, mais voilà, des impondérables qui ont fait que la vidéo est sortie plus tard que je ne pensais. Mais voilà, en tout cas, elle pourra toujours vous servir dans d'autres, voilà, peut-être d'autres défis, ou si vous voulez faire ce défi plus tard, hein, vous avez le droit aussi. Puis ça peut vous donner quelques pistes aussi selon les genres. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez des idées dans ce que je vous ai dit, si vous avez des idées de romans qui pourraient intégrer aussi ces catégories, hein. Je pense qu'on a tous en tête plein de titres. Et puis, n'hésitez pas, voilà, à laisser un petit commentaire, un petit like, un petit emoji. Je sais que ça se fait pas mal. Là, vous pouvez mettre, comme on parle, voilà, on va parler un peu de félin, mettez-moi, je sais pas, un petit lion, par exemple. Hein, au hasard, un petit lion. Voilà, ou une petite pile de lire. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est très important, en fait, effectivement, pour faire vivre la chaîne. Voilà, pour donner un peu de visibilité. Voilà, je sais que j'ai une communauté qui est là, qui est très présente. Hein, je vous remercie d'ailleurs tous, que ce soit là en commentaire, par des messages que vous m'envoyez, ou pour ceux qui restent, voilà, qui ne commentent pas forcément, mais qui sont fidèles au post. Je vous remercie d'être là. Ça fait vraiment très plaisir quand je lis vos commentaires et de voir que j'ai une communauté, voilà, qui est quand même très présente. Et ça fait encore une fois, ça fait très plaisir. Voilà, je vous laisse ici et puis je vous dis à bientôt, pardon, pour une nouvelle vidéo. Bye bye!